Aujourd'hui, nous accueillons Victor, qui est cofondateur de Marimba. Ça fait 12 mois qu'on accompagne Marimba avec Victor et ses associés. On a généré plus de 30% de chiffre d'affaires en 12 mois sur un chiffre d'affaires que je ne vais pas révéler par confidentialité, mais qui est quand même assez conséquent. Et bah, voilà, j'avais envie d'inviter Victor pour qu'il nous témoigne un petit peu, voilà, de manière très naturelle, de comment ça s'est passé l'accompagnement pour lui. Puis voilà, on va un peu dérouler des questions. Donc, salut Victor. Salut Nicolas et merci pour l'invitation, d'avoir pensé à nous, c'est cool. Bah, avec plaisir, merci à toi pour ta confiance déjà. Et bah, écoute, moi, la première chose que je te propose, c'est juste te présenter un peu ce que vous faites chez Marimba, voilà, tout simplement. Ouais, ça marche. Alors, donc moi je suis Victor Amar, je suis le CIO et un des associés cofondateurs de l'agence Marimba. Marimba, on est une agence parisienne, une agence créative, c'est-à-dire qu'on accompagne différentes marques sur leur stratégie de communication, sur la création de contenu, que ce soit vidéo ou print, et sur la diffusion de ces contenus sur le digital en général, avec un focus particulier sur les réseaux sociaux. Voilà. Est-ce que ça t'intéresse que je te raconte un petit peu l'histoire de l'agence parce qu'on n'a pas toujours été une agence créative? Ouais, tu peux m'expliquer un petit peu, enfin, expliquer à ceux qui nous écouteront un peu votre parcours, ça peut être intéressant. Ouais. Ouais, donc effectivement, nous, on a 6 ans. On s'est lancé en février 2020. Donc, pour ceux qui se souviennent, on a été confinés à peu près au mois de mars. Donc, on peut dire que c'était un sens du timing un peu particulier, mais finalement, qui a été plutôt une aubaine pour nous. Pourquoi? Parce que 2020, c'est une période où les réseaux sociaux commencent à abonder, où les marques commencent à être un petit peu perdues sur les plateformes où il faut aller et où il y a un gros besoin de création de contenu et surtout de clarification du message sur lequel communiquer pour les marques. Et donc nous, on est arrivé là-dedans un peu par hasard avec une formation de journaliste, donc rien à voir avec, enfin, du moins le monde des médias, mais pas vraiment de la communication pure. Et donc on est arrivé en se disant, OK, nous on a des compétences éditoriales et on a aussi des compétences techniques puisqu'on sait enregistrer des images. Et donc on est parti comme ça, on a monté une boîte de production au départ. Donc là, c'était une agence de production puisqu'on aidait les marques à savoir quoi raconter comme histoire et puis on fabriquait cette histoire, donc tournage, montage. Ça a duré quelques années, et puis de fil en aiguille, on a fidélisé des clients qui nous ont demandé de plus en plus de choses, et puis on a découvert tout un secteur de publicité, de création qui nous a énormément attirés. Et donc, on a appris à faire beaucoup de choses et on accompagne du coup des clients sur un scope beaucoup plus large aujourd'hui, puisqu'on a un département print, on fait de la stratégie, et puis, comme beaucoup d'agences, on va chercher des savoir-faire extérieurs pour accompagner nos clients sur un scope complet. Voilà. Ok, je vois que le pitch est parfaitement maîtrisé. Je sais pas, c'est peut-être un peu grâce à toi. Ouais, ça fait un Non, peu du non, et travail qu'on puis, a pu faire ensemble. Euh, ouais. Moi, je te propose, c'est que tu nous expliques un peu comment ça se passait avant Better Founder, c'est-à-dire avant qu'on travaille ensemble et qu'on commence à remettre du process un peu à tous les étages. Ben, qu'est-ce qui se passait? Et ben, après, on va discuter un peu de comment ça a évolué aussi. Donc, si tu viens me raconter, ben voilà, tout ça, ça serait intéressant. Alors carrément, bah, comme vous l'avez peut-être compris, enfin comme toi tu l'as compris en tout cas assez vite avec ton équipe, c'est que donc nous on est parti un peu tout azimut avec un savoir-faire très loin de celui de l'entrepreneuriat en général, ce qui fait qu'en fait euh, on s'est lancé et bon déjà on a la chance d'avoir commencé à Paris, donc avec un certain réseau, ce qui nous a permis de trouver des premiers clients. Donc ça, c'est cool, mais c'est pas pérenne. Voilà, on peut pas avoir une boîte et scaler juste sur le réseau, ça ne fonctionne pas. Partant de ce constat-là, on a fait comme tout le monde, c'est-à-dire on est allé sur YouTube, on a tapé comment trouver des clients et on a réussi en baragouinant un peu, en faisant quelques listes sales à droite à gauche, un peu de mailing, un peu de deux, trois coups de téléphone, à avoir quelques clients. Le problème, c'est que rapidement, on s'est rendu compte que déjà, personne n'avait cette mission en particulier, on le faisait un peu tous. Ensuite, on avait des périodes où on avait énormément de vidéos à livrer pour ces clients-là, ce qui fait que pendant ce temps-là, on n'avait aucun temps destiné au commercial, et que donc on se remettait à faire du commercial quand on se rendait compte en arrivant le lundi que, ah mince, on n'a aucun projet, aucun chiffre d'affaires qui entre. Ouais, ça, c'est un C'est peu ce le qu'on classique, appelle quoi. ouais, voilà, c'est un peu le classique, c'est ce qui s'appelle avoir un planning en dents de scie.
Et en fait, on s'est rendu compte que ça, on peut agir dessus. Et Nicolas tu nous as pas mal aidé à agir dessus. Euh, Comment? En implémentant des systèmes, des process commerciaux, une méthode qui nous a permis voilà, d'aller beaucoup plus vite. En fait, pour résumer, je pense qu'on faisait absolument toutes les erreurs classiques pour les fondateurs d'agences, qui sont en général des créateurs ou des artistes, entre guillemets, ou des techniciens même, et qui n'ont pas forcément cette casquette commerciale. Il faut savoir que cette casquette commerciale, en fait, elle s'acquiert. Beaucoup vont penser en allant sur LinkedIn qu'il faut être né commercial, que c'est pas fait pour tout le monde. Alors oui, c'est pas fait pour tout le monde, mais on peut y prendre goût et surtout le fait d'acquérir des méthodes peut vraiment nous aider à se sentir à l'aise dans ce métier-là et à se perfectionner. Voilà. Ouais. C'est intéressant parce que on dirait littéralement mon pitch. Du coup, je trouve ça vraiment intéressant d'entendre que, en fait, aujourd'hui, c'est toi, tu le retranscris tel quel parce que pour moi, c'est vraiment une réalité aujourd'hui. Et c'est vrai que la plupart des dirigeants agents studio ont tendance à penser que bah, soit ils sont pas faits pour ça, soit que c'est compliqué, soit que les process sont pas si importants. Et là, toi, aujourd'hui, ton témoignage, c'est qu'en réalité, c'est vraiment le cas. C'est très important, ça change tout parce que bah voilà, on n'a plus ce truc d'attendre que le téléphone sonne, que éventuellement du business vienne vers nous, de toutes ces opportunités qui s'échappent aussi. Ça, c'est peut-être un sujet d'ailleurs. Est-ce que Ouais. avant, par rapport à maintenant, tu arrives un peu mieux à rendre ton business, moi j'appelle ça hermétique, c'est-à-dire que versus le business passoire, c'est-à-dire un business passoire, c'est tu arrives à générer des opportunités ou elles rentrent spontanément dans ton business, sauf que derrière, il y en a une grosse partie qui s'échappe que tu reverras plus jamais, le fameux bah, je vous recontacterai quand j'aurai un besoin. Et ça, aujourd'hui, c'est plus quelque chose dont tu souffres finalement. Alors, il y a deux choses que je mettrais dans ce business, donc pas hermétique. Alors, je ne sais pas quel est l'inverse d'un business J'appelle ça hermétique. passoire, Un perso. business passoire, Ouais, voilà. c'est ça Bon, comme bah, ça que j'appelle il y a ça. deux choses dans le business passoire. Il y a effectivement s'arrêter à un prospect qui va nous dire par email ou sur LinkedIn, désolé, j'ai pas de besoin pour le moment. En fait, on va attendre. Non, c'est le pire, c'est je penserai à vous quand j'aurai un besoin. Voilà, ça Oui, oui, c'est ça c'est terrible ça. voilà, c'est terrible, c'est beaucoup, beaucoup de réponses. Les annonceurs pensent se débarrasser de nous en disant ça. Malheureusement, depuis qu'on est avec Nicolas, nous, on n'en reste pas là. Mais effectivement, avant, on en restait là. Et on attendait gentiment qu'il nous rappelle. Et on se rendait compte qu'il nous rappelait finalement jamais. Donc, aux méthodes Better Founder, c'est vrai qu'on a compris qu'il fallait implémenter ce qu'on appelle un CRM, qu'il fallait avoir un suivi commercial, qu'il fallait relancer régulièrement ces prospects-là, mais surtout en leur apportant de la valeur, et pas en leur disant juste Eh oh, salut, j'existe. Donc, en leur apportant des exemples de ce qu'on a fait récemment, des actualités, enfin bon, bref, tout ça, tu auras l'occasion d'en parler avec tes futurs clients. Donc ça, c'est la première chose sur les business passoires, c'est les leads voilà, qu'on n'optimise pas assez. Et la seconde chose, je trouve, c'est à la fin d'un projet. C'est-à-dire que nous, on faisait l'erreur qui me paraît assez incroyable aujourd'hui quand j'en parle, mais en fait, on terminait un projet. C'était alors, est-ce que vous êtes content? Oui, non. Ok, très bien. Et ben, à la prochaine, salut quoi. Et en fait, ça, bah, on passe à côté d'un nombre d'opportunités qui est extraordinaire, juste parce qu'on ne prend pas une heure ou même pas 30 minutes, juste pour discuter avec notre client, lui dire, bon, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et surtout, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et ça, on ne l'a pas fait, nous, pendant très longtemps, et c'est pour ça que je disais qu'on est passé à côté de beaucoup d'opportunités. C'est que voilà, il faut faire l'effort de parler à notre client à la fin du projet et lui demander qu'est-ce qu'il a prévu et quand ça s'est bien passé, pourquoi il ne travaillerait pas avec nous et même pourquoi il ne nous brieferait pas déjà en fait pour nous dire voilà, alors en janvier il y aura ça, si vous pouvez commencer à y réfléchir, c'est cool, comme ça on s'en reparle à ce moment-là. Lui il gagne du temps, nous on gagne du temps, tout le monde gagne du temps, tout le monde est content. Ouais, d'ailleurs, je crois que vous Euh, avez signé un gros deal hein, historique grâce à ouais. ça, hein, grâce à ce process, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Nous, on a travaillé cette année, donc on a remporté notre plus gros deal grâce à cette méthode que tu nous as apprise, Nicolas, la méthode dite du offboarding. Donc nous, enfin même d'abord avant, on a trouvé un client sur de l'outbound, donc des campagnes marketing automatisées, mail et LinkedIn. Euh, on a contacté ce prospect-là, donc qui s'appelle le Paris Peace Forum, qui est une organisation géopolitique en analysant le réseau d'un autre client dont on avait fait un film, enfin pour qui on avait fait un film assez similaire. Voilà, donc on a contacté sur LinkedIn une personne du Paris Peace Forum qui nous a dit Ok, je dois refaire mon film institutionnel. On a refait leur film institutionnel, on a gagné un premier deal.
à la fin de ce film, on a parlé à notre client, on lui a dit, bon, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ils nous ont dit, bah, ce qui se passe, c'est qu'on a nos 2 jours d'événements dans 6 mois, qu'on travaille avec une agence avec qui c'est compliqué et qu'on aimerait bien la challenger. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Donc là, en l'occurrence, on parle d'un scope où il faut couvrir absolument tout l'événement. On a coordonné 30 personnes, des photographes, des vidéastes, des journalistes, etc. Et on les accompagne annuellement, voilà, maintenant. Bref, donc c'est quand même un plus gros projet que le film, mais comme le film s'était bien passé et qu'on avait les références à côté, eh ben, on a remporté l'appel d'offres pour ce gros projet. Mais si on n'avait pas parlé à notre client à la fin du projet, on n'aurait même pas eu l'opportunité, enfin, on n'aurait pas été au courant du fait qu'ils voulaient mettre en compétition leur agence de d'habitude. Ouais, Voilà, hyper donc intéressant. hyper intéressant. Et puis en fait, chaque projet amène de nouveaux projets, puisque un client satisfait en amène 10, et que a priori, eux, ils sont contents, donc ils devraient nous recommander. Mais c'est intéressant justement, puisqu'on parle de sales, souvent j'ai des clients, enfin ça m'arrive parfois plutôt des leads qui me disent, mais en fait ça on pourrait peut-être le faire nous-mêmes. Ils ont l'impression qu'il n'y a pas vraiment de, comment dire, de granularité dans les process sales. En réalité, on est d'accord qu'il y a plein de micro-sujets sous le macro-sujet qu'est le sales. Il y a plein de petites choses qui font la différence, qui mis bout à bout font la différence. Et tout ça, il y a plein de façons de le faire aussi, d'orchestrer. Enfin, il y a plein de micro-sujets derrière tout ça. Et aujourd'hui, toi, Oui, dans la façon dont tu vas travailler avec ça, ben, tous ces micro-process, tu les as intégrés dans ton quotidien, on va dire, plus ou moins. D'ailleurs, c'est une question que j'ai, Victor, il y a aussi cette peur souvent de ça prend trop de temps, c'est beaucoup trop chronophage, je ne vais pas pouvoir faire autre chose. J'aimerais que tu me racontes un peu plus là-dessus. Moi, à mon sens, c'est quelque chose qui doit être progressif. On en fait de plus en plus. Plus on a de vélocité, plus on en fait. Mais plus aussi, à un moment donné, il faut qu'on prenne un peu de hauteur en tant que dirigeant. On va reparler de ça aussi. Et je veux bien ton feedback sur ça. Est-ce que c'est si chronophage au départ? Comment ça se passe pour toi? bah, en fait, je me dois d'être honnête quand même, je pense. Et oui, moi, ça m'a rajouté du travail. Mais à la fois, c'est venu, la première chose qu'on s'est dit, Nicolas, si tu te souviens, c'est tu m'as dit, toi, tu es CEO de l'agence, le développement commercial, c'est ton scope. Donc, tout ce qui n'est pas ça, hein, je caricature un petit peu, mais tout ce qui n'est pas ça, c'est-à-dire produire pour tes clients, faire du montage, faire du tournage ou que sais-je, hop, on enlève, on arrête, on le donne à tes associés, on réorganise ta boîte, on voit comment on polarise, etc. Et toi, tu fais que du développement. Donc, in fine, ça m'a rajouté du travail. Déjà, je me suis formé, donc naturellement, quand on se forme, on investit sur soi et donc on prend du temps pour le faire. Mais c'est quelque chose qui nous rapporte à terme. Après, aujourd'hui, finalement, je ne travaille pas plus. C'est juste que je travaille différemment et je travaille effectivement plus du commercial qu'autre chose. Et encore une fois, j'ai appris à adorer ça alors que je suis journaliste de formation. Ouais. Voilà. Donc, et après, il y a aussi, comment dire, euh, on apprend aussi à automatiser, à se concentrer sur les tâches qui ont de la valeur ajoutée, à faire évidemment des rendez-vous, etc. Mais on a beaucoup travaillé aussi ensemble sur comment implémenter des outils d'intelligence artificielle, par exemple, pour se détacher en fait de toutes les tâches sans valeur ajoutée, quoi. Par exemple, un récapitulatif de rendez-vous, créer une roadmap à présenter à un de ses clients, une sorte de plan d'attaque avec des idées, etc. Voilà, l'IA peut vraiment aider là-dessus. Et, et donc, en fait, oui, on passe du temps sur le commercial, mais déjà, c'est hyper grisant d'avoir du résultat. Et, et c'est que sur des tâches stratégiques. Voilà. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai, c'est alors déjà hyper intéressant. Tu as raison, là vous êtes quatre associés, donc vous avez pu ben, déléguer sur toi ben, plus de temps sur le sales, qui est quelque chose dont la boîte a besoin finalement, hein, tout simplement. Et c'est vrai que par contre, pour ceux qui sont solo, ben, on fait un espèce de mix et on avance étape par étape. Mais c'est vrai que vous, comme vous étiez quatre associés, c'était le meilleur pari et tu as raison d'être honnête. C'est exactement ce que je te demandais. Et du coup, ouais, l'IA aussi, très intéressant. On n'en parle pas souvent dans nos témoignages, mais finalement, c'est vrai que chez Better Founder, on utilise beaucoup l'IA, on apprend beaucoup à l'utiliser à nos clients. Ça fait gagner beaucoup de temps, évidemment. Je veux bien Mm. qu'on parle un petit peu de marketing, si tu veux bien. C'est-à-dire que moi, tu vois, quand je parle à des leads qui ne connaissent pas, etc., ils ont un peu parfois des doutes sur le fait d'envoyer des messages et que ça soit automatisé en plus. Ils se disent non, 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 mais c'est pas assez granulaire quand on va viser du grand compte, des gens importants, des gens exigeants, ça marche pas. Je veux bien ton témoignage tout simple là-dessus. Euh, ouais, alors, moi j'ai envie de dire un petit peu.
Enfin, déjà, vos scripts sont bien faits par rapport à ceux que je faisais tout seul, justement. Moi, je Merci. m'étais renseigné sur des. Non, mais j'étais allé voir des vidéos YouTube et franchement, je pense que j'ai fait pas mal d'erreurs. Voilà. Bah, en fait, c'est toujours cette notion de valeur. C'est-à-dire que envoyer 4 messages à un prospect froid avec 4 relances, etc., si on parle que de nous dans les 4 messages, forcément, ça fait spam. Et puis, il y a de fortes chances qu'on se prenne des trucs un peu désagréables en réponse, ce qui m'est déjà arrivé. Mais les scripts qu'on a travaillé ensemble, déjà, ils sont un peu personnalisés. On met des références, on met de la valeur. Et en fait, en mettant des références de l'agence, typiquement, déjà, on donne de l'idée à notre prospect. Donc déjà, il va se sentir moins agressé en ayant de la valeur. Voilà. Ensuite, je pense que libre à eux de pas répondre, voilà. Donc s'ils n'ont pas envie de répondre, ils répondent pas. S'ils n'ont pas de besoin, ils répondent pas. S'ils n'ont pas envie d'être contactés, ben ils se mettent pas sur LinkedIn. Enfin désolé, c'est un message un petit peu. C'est un peu comme les gens qui viennent dans des séminaires ou dans des événements corporate et qui retournent leur badge. On va dire, bah, si t'as pas envie qu'on voit ton badge, viens pas à l'événement, quoi. Enfin, bon, bref. Ouais, c'est Donc, sûr. non, mais moi, je trouve que voilà, c'est un peu comme ça. Et après, surtout quand on fait un rendez-vous, comment dire, en fait, l'étape de message automatisé, elle sera vite oubliée une fois qu'on aura rencontré la personne en rendez-vous, parce que ce dont se souviendra la personne une fois qu'elle aura répondu favorablement à notre message, c'est le rendez-vous qu'on aura fait ensemble. Et puis une fois qu'on aura signé avec elle, ou même qu'on aura produit ce dont elle avait besoin, elle ne se souviendra absolument pas de comment on s'est rencontrés. Et à la limite, même si elle se souvenait des messages d'outbound qu'on lui avait envoyés, du marketing, bah, enfin, elle a quand même répondu. Donc, en fait, c'est un faux sujet. Moi, je trouve que c'est un faux sujet. Et C'est puis un encore sujet une qui fait fois, peur quand même, hein, parce que on se dit ouais, automatisé. En fait, tout ça, on est d'accord qu'il y a plein de micro-sujets derrière ça aussi. C'est quand même un sujet, un poil complexe, un poil technique, oui, mine de oui. rien. Il faut savoir le faire. L'orchestration, quand est-ce que tu relances ou pas, comment tu écris le script et pourquoi tu écris à la personne aussi en amont. Parce que, encore une fois, si tu écris de la part de quelqu'un, c'est pas pareil qu'à froid, mais à froid, ça marche aussi. Ça dépend comment tu le fais. Oui. Mais bon, en tout Ah, cas, c'est vrai que je n'ai pas parlé de ça. tu confirmes à ceux qui nous écoutent que ça marche, que c'est OK, qu'il n'y a pas de problème, que si tu écris à quelqu'un, ça ne va pas abîmer ta notoriété, il va juste pas répondre et c'est OK et tout va bien. Je pense qu'on sous-estime, enfin les gens qui flippent de faire ça, déjà sous-estiment le nombre de gens qui le font et que leurs concurrents le font et qu'ils ont moins de doutes qu'eux. Ouais, c'est un bon point. Et Ouais. effectivement, j'avais pas pensé à ça, mais nous, on travaille des listes qui sont soit liées à des clients existants, donc, et on demande l'autorisation à nos clients de contacter des membres de leur réseau, etc. Ce qui fait que ben, quand on vient en disant, voilà, bonjour Monsieur X, j'ai travaillé, enfin, je vois que tu es connecté avec Monsieur Y, avec qui on a travaillé, on a fait ça avec lui, est-ce que tu serais OK pour qu'on en discute pour ta boîte? Ça fait moins message de spam que bonjour, je m'appelle Victor, je suis CEO de Marimba, je fais de la créa, est-ce que tu en as besoin? Oui, non, au revoir. Voilà. Ouais, complètement. Euh, Mais ça, c'est typiquement les méthodes Better Founder qui sont un peu honnêtement différentes de ce qui existe sur le marché aujourd'hui, parce que c'est un marché que je connais très bien pour le coup. Si on parle que de marketing et d'outreach, c'est aussi un marché que je connais très bien. Je sais que on est un peu, on a un peu cette spécialité qui marche très bien avec tes types de business à toi, toutes les agences studio, hein, tous les métiers de la prestation de services B2B, même plus globalement, j'ai envie de dire, c'est quand même quelque chose qui fonctionne bien. Ouais. Bon, bah, super. Et j'aimerais bien comprendre juste, et là, voilà, je t'ai jamais posé la question, mais est-ce que le fait de travailler avec nous, ça vous a ouvert un peu de nouvelles perspectives, de nouvelles ambitions et toi, ton rôle en tant que dirigeant, est-ce qu'il a évolué? Je veux bien un peu que tu me parles de ça. Mon rôle en tant que dirigeant, ben, déjà, je suis CIO et j'assume de l'être, voilà, ce qui n'est pas forcément évident. C'est-à-dire qu'au départ, quand on s'est lancé, on a mis un président, directeur général, le CIO, passons, un peu par défaut, il fallait une tête, etc. Et en fait, aujourd'hui, c'est un métier qui a du sens, donc vous m'avez donné cette légitimité. Il y a quelque chose aussi qui est enfin, dont on sous-estime, je trouve, l'importance, c'est apprendre à déléguer dans un business. Moi, j'ai un caractère de vouloir toucher à tout et de mettre mon nez partout, etc. Et en fait, j'avais toujours peur que si on m'enlevait du montage, il soit moins bien fait, que si on m'enlevait de la stratégie ou une reco pour un client, elle soit moins bien faite que si je la faisais, etc. Et en fait, en travaillant avec vous, c'est vrai que bah, j'ai appris à déléguer. Et en fait, ça a fait tellement de bien à la boîte qu'aujourd'hui, j'essaie de transmettre ça à mes associés pour que voilà, tout le monde monte d'un cran
Et en fait, aujourd'hui, bah, on a des ambitions qui sont voilà, de continuer à croître, de encore passer à l'échelle, de passer au niveau supérieur. Et je pense qu'on a les armes aujourd'hui pour y arriver, parce qu'on a, au-delà du ROI purement financier dont on pourra parler après, on a un ROI, disons, qualitatif, une méthode et des process qui sont intégrés, sur lesquels on ne reviendra jamais. Et ça a une valeur qui est inestimable. Et je le dis très sincèrement. Euh, c'est un investissement sur une année 1 qu'on va pouvoir, ne serait-ce que sur le commercial, c'est-à-dire demain, je vais recruter quelqu'un pour le faire à ma place un jour peut-être, parce que j'aurai d'autres choses à faire. Euh, bah, en fait, je pourrais le former, quoi. Je pourrais le former et puis je pourrais le former bien. Et ça, c'est un investissement, enfin, ça a une valeur inestimable, encore une fois. Super. Bon, bah, merci beaucoup hein, en plus pour ton honnêteté, c'est cool. Et Non, mais oui, c'est vrai on parle aussi de délégation, parce que c'est aussi des choses qu'on fait chez Better Founder. On parle aussi de finance. Pour ceux qui nous écoutent, ben, vous le savez, on accompagne sur 4 leviers. L'acquisition, donc c'est question de marketing. Comment est-ce qu'on parle plus souvent à son marché? Comment est-ce qu'on génère plus souvent des opportunités? Tous les process sales, et là, il y en a beaucoup. C'est ça qui a aussi beaucoup aidé Marimba, bah, c'est tout simplement à faire les choses correctement à ce niveau-là, aller chercher du chiffre d'affaires, apprendre à déléguer parce que sinon on saute au plafond, tout simplement. Le fait d'être un dirigeant tout le temps dans l'opérationnel, la boîte a besoin de sales, de marketing, tout ça, on en a besoin. Si on ne le fait pas, on va plafonner, tout simplement, c'est logique. Et après, gérer les finances aussi, c'est un autre sujet. Écoute, moi je pense Bah, que je voulais te parler quand même parce que juste simplement, tu viens de parler de marketing et d'investissement. Nous, il y a quand même un chiffre qui est assez révélateur, que je me suis amusé à calculer. C'est que 1 euro investi dans Better Founder sur un an, ça nous a rapporté 4 euros de marge brute. Voilà. Donc ok. après, je laisse à chacun de faire ses calculs. La marge brute, encore une fois, ce n'est pas du chiffre d'affaires, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est un investissement héroïste. Et encore, je ne parle que là de marge brute générée, et je ne parle pas de tout ce que je viens de dire avant sur la valeur euh, qualitative de cet Oui, oui, investissement. c'est vrai, tu as raison. Il y a le côté héroïste et il y a le côté aussi monter en compétences, qui sont deux sujets en Oui, parallèle et exact. qui ont tous les deux leur importance. Merci pour ce chiffre, c'est hyper intéressant. Euh, Peut-être, on pourrait terminer. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui hésitent encore à passer à l'action? Voilà, tout simplement. Ben, je leur dirais que vous avez la chance, enfin, vous avez la chance de pouvoir parler et confier enfin, apprendre le marketing en parlant de CIO à CIO, ce qui est quand même un luxe incroyable. Le modèle Better Founder qui est fait, que je trouve hyper malin et qui m'a convaincu moi, où en fait la plupart des consultants qui nous forment sont des gens en poste. Et même toi, Nicolas, tu gères une boîte, tu es CEO d'une boîte, donc en fait, tu connais aussi, tu as connu dans des boîtes précédentes et tu connais aujourd'hui ces enjeux-là. Et même les consultants avec qui tu travailles ou que tu nous mets en face sont des gens qui sont en poste, qui sont souvent meilleurs que nous, parce qu'en fait, ils ont meilleurs que nous, ou en tout cas ont plus d'expérience, ont connu ces enjeux-là, et que c'est juste la meilleure façon d'être formé, plutôt que par un prof qui aura lu certainement des bouquins extraordinaires, mais qui n'aura jamais été sur le terrain, ou connu ne serait-ce que le fait d'avoir une boîte, des employés, et du chiffre d'affaires à aller chercher, etc. Donc voilà, c'est un confort extraordinaire, et c'est des vrais professionnels. Enfin, vous êtes des vrais professionnels, et c'est hyper agréable. Voilà. Donc Merci beaucoup, foncez, Victor. foncez. Tu voulais dire un truc, excuse-moi? Non, non, j'ai Non. dit foncez, Bah, allez-y sans hésiter. en fait, c'est vrai qu'on le dit peut-être pas assez, mais chez Better Founder, la petite spécificité, c'est qu'on ne prend pas, comme tu dis, des profs. On a des dirigeants d'agences et de studios qui font déjà plusieurs millions pour la plupart et qui sont très, très performants sur un peu tous ces sujets-là, qui accompagnent d'autres dirigeants à faire la même chose. Et c'est quand même un peu une spécificité sur le marché qui fait que ça marche aussi. Écoute, Victor, merci beaucoup. On va Juste pas, je vais pas te prendre- Comment? Non, pardon. Non, je voulais juste dire que j'ai rien contre les profs, et que c'est très bien de lire des bouquins, mais voilà, que c'est Oui, le oui, sujet. bien sûr, pas de problème. Merci beaucoup, Victor, pour ton temps et pour ta confiance, etc. Donc, longue vie à Marimba. Je sais que vous allez aller très loin. Vous êtes déterminé. Vous avez tous les bons process. Donc, vivant de voir la suite. Et puis, je te dis à très vite, du coup, de l'autre côté de la barre. Merci Nicolas, à bientôt, Salut, merci. merci.